94e étage de la bande FM, Radio Campus. Caramel. 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 Et Jupiter, dans un grand élan de réformisme moderniste, se décida à faire bouger les lignes. Ni droite ni gauche, mais en même temps, il s'attaqua au droit du travail, au baccalauréat, à l'apprentissage, à la CSG, à l'ISF, à l'assurance chômage, au logement, en attendant celle qui devrait d'ici 2009 rebattre les cartes de l'assurance retraite. Un vrai stakhanoviste du changement, ce Jupiter, un Hercule de la réforme, salué comme il se devait par un tressage de laurier et un cirage de pompe de la représentante en chef du monde marchand. Je veux bien sûr parler de Christine Lagarde, ci-devant patronne du FMI, qui après le discours jupitérien de notre juvénile président à Davos, charmante station de ski fichée quelque part en Suisse, où chaque année pendant une semaine en janvier, le gratin du patronat globalisé se réunit. Donc Christine Lagarde, après le discours jupitérien de notre juvénile président, qui l'a félicité, je cite, pour la qualité et l'ambition des réformes passées et à venir. On est là à 2 doigts de l'orgasme. Et puis hier, au détour de la remise d'un rapport sur le transport ferroviaire, commandé par le Premier ministre à Jean-Cyril Spinetta, l'ancien patron d'Air France, qui laissa, rappelons-le, à son départ la compagnie nationale d'aviation au bord du gouffre financier, c'est dire la compétence du bonhomme. Donc l'on a compris au détour de cette remise de rapport que la prochaine réforme toucherait la SNCF. La SNCF, vénérable institution ayant en son temps permis d'unifier le territoire en reliant les villes et les campagnes, en offrant à tous la liberté de voyager à prix raisonnable et en diffusant dans le même temps un esprit de service public largement contrebalancé l'irrésistible ascension de l'économie de marché. Mais ça, c'était avant. C'était dans le monde d'avant, parce que dans le monde de maintenant, dans celui d'après, on fermera ou on régionalisera les lignes déficitaires, on transformera la société d'État en société anonyme, fin du service public s'adressant à tous et sur tout le territoire, et vive la privatisation, la rentabilité et la concurrence, vieille mamelle depuis des lustres d'un libéralisme économique qui, depuis les années 70, a largement fait la preuve de son sens de l'intérêt général. La preuve, Carlos Ghosn ne vient-il pas de renoncer à 30% de sa rémunération? Vous me direz, il touche encore 18 millions par an, mais vous voyez le mal partout, espèce d'auditeur gauchiste. Mais finalement, cette promesse de refondation ferroviaire, cet appel à une libéralisation de l'ancien service public n'est ni plus ni moins que la réalisation d'un vieux rêve, d'un vieux fantasme porté par la technocratie capitaliste depuis la nuit des temps. Alors, le nouveau monde ne serait-il qu'un vieux projet? La suite au prochain épisode et bonne chance à tous. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé ce soir encore par Jérôme. Plein de musique bizarre ce soir dans ce Caramel Mou hebdomadaire. D'abord celle dont nous parlera dans un instant Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, et tout cela à propos d'un concert qui se donnera dimanche soir au Théâtre du Pavé. Musique bizarre ensuite
suite et encore avec celles qui sont au centre d'un livre, Toulouse, les années tubes, consacré à la variété fabriquée de ce côté-ci de la Garonne dans les années 80. Et Yves Gabet, l'auteur de ce livre, paru aux éditions Atlantica, sera notre invité du jour. Et puis en fin d'émission, Salah Amokrane viendra nous raconter une belle histoire. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Sunflowers, un duo portugais. Et oui, ça existe, les duos portugais de rock noise garage, et ce duo combine esprit foutraque et énergie épileptique avec fraîcheur et enthousiasme. Guitare plutôt puissante, riff agressif, Larsen à fleur de peau, wah-wah vaguement psyché, voix d'outre-tombe, tout est là pour un groupe plutôt attachant entre punk, metal et surf music, un vrai bonheur. Sunflowers, on écoute tout de suite Castle Spell, extrait de leur deuxième album, un deuxième album éponyme, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio,
c'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours Joe Kangourou sur Radio Campus. Vous écoutez Caramel Mou et c'est déjà à Jean-Pierre Lérac de prendre la parole. Vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas à la fin de l'émission. Pour une fois, c'est Jean-Pierre Lérac qui lance les hostilités. Bonsoir, jeune homme. Ouais, je suis d'ailleurs tout surpris parce que j'ai vraiment tellement l'habitude de passer en fin là. Mais voilà, donc c'est tout nouveau pour moi. Je me suis dit que cette fois, il y avait quand même matière à rameuter les foules. On peut dire, je voulais juste dire un mot sur ces jeunes Portugais quand même, je viens de découvrir, c'est vrai que ça me rappelait quand même une époque ancienne, de Black Sabbath, tout ça, c'est vrai qu'il y a un peu nostalgique, c'est portugais, mais c'est très très bien, belle surprise. Il y a une jolie énergie, Il y a une jolie énergie. Ah ouais, je savais pas qu'au Portugal on faisait ce genre de choses. Eh ben on ne fait pas que du fado. Ouais, il y a des très bons musiciens de jazz au Portugal. Voilà, et il y a des très bons musiciens de fado également. C'est ça. Par contre, là, on va parler de... Oui, voilà, parlons de cette soirée. De très bons musiciens. De très bons musiciens de cette soirée de dimanche 18 décembre, donc au Pavé. Autant le dire tout de suite, c'est un peu le temps fort de la saison du Pavé. C'est le temps fort parce que c'est quand même la tête d'affiche de la saison. Ça veut dire celle qui a coûté le plus cher. D'une part, mais en même temps c'est celle qui est surtout pour les gens qui est le plus repérée forcément. Alors j'en profite justement pour dire qu'il y a beaucoup de réservations déjà, donc je conseille aux auditeurs qui n'ont pas encore fait de réserver parce qu'il y aura un peu de monde ce jour-là. Donc voilà, donc c'est vrai que vous savez, je sais pas, quand même les têtes d'affiche c'est quand même pas quelque chose que j'aime beaucoup, donc je me taquiner là-dessus, mais voilà, on peut se l'autoriser de temps en temps parce que puisque là c'est quand même un plaisir de faire découvrir au public toulousain ces musiciens-là. Bon, Marc Ducré, nous avons déjà eu l'occasion de le programmer. Oui, puisque là, on va mettre les choses tout de suite sur le devant de la table. On parle d'un trio qui s'appelle Big Satan. Donc, dans ce trio, donc, il y a Marc Ducré, Tim Berne, le saxophoniste américain, et Tom Rainey. Alors, à la batterie. Alors, c'est un groupe qui existe depuis très très longtemps. C'est un groupe culte un peu dans ce type de musique. C'est vrai que Marc Ducré et Tim Berne, c'est des musiciens qui jouent depuis très très longtemps ensemble. Il y a une grosse complicité. Autant Tim Berne l'a mis sur ses projets américains et Marc Ducré. Comme quoi, l'échange entre musiciens américains et musiciens français, souvent on dit en jazz qui ne se fait pas. Là, c'est un peu le cas. On a la preuve que ça peut marcher et c'est une grosse complicité entre ces deux musiciens. Mais moi, j'ai plutôt envie de mettre un focus sur Tom Rainey, qui est peut-être pour les amateurs de jazz le moins connu. En tout cas, c'est un batteur qui est absolument exceptionnel. Moi, c'est vraiment, j'ai un grand coup de cœur et c'est vraiment ce qui va m'attirer le plus sur ce trio. J'ai eu l'occasion de le voir sur scène, c'est vraiment un batteur exceptionnel, c'est ce qui se fait de mieux vraiment en monde. Donc j'insiste là-dessus et puis autre chose sur lequel j'insisterai, c'est sur la première partie. Oui, alors on va finir peut-être sur Big Satan quand même. Donc un trio, Marc Ducré, même si c'est un musicien hyper connu, c'est quand même un des monuments de la guitare improvisée en Europe. En Europe, oui. C'est vrai qu'il a il est sur la scène depuis une 35 ans. Voilà, alors c'est vrai que dans cette génération, il y a beaucoup de musiciens qui ont un peu perdu comment dire, de leur flamme. Ouais. Et c'est vrai que Marc Ducré, il a toujours su se remettre en question, toujours aller chercher de nouveaux projets, de nouveaux musiciens. Et c'est vrai quelqu'un qui n'a jamais faibli, en quelque sorte. Moi, c'est vrai que on peut souligner. C'est rare une telle longévité dans la créativité, je dirais, pour des musiciens. Et je me souviens de l'avoir vu au Pavé avec un trio toulousain, je me souviens plus lequel. Et ça avait été un concert aussi assez étonnant. Il y a peut-être 2 ans. Vous allez me mettre en porte-à-faux. Nous l'avons invité également en solo. C'est vraiment un très très grand guitariste. Voilà, c'est un beau projet. C'est un projet très rodé. Je vous dis, il existe depuis 20 ans. Donc ça, c'est Big Satan qui sera la deuxième partie de ce concert au Pavé. Qui est très attendu. Dimanche à partir de 19h. Voilà. Et donc la première partie, un conglomérat de jeunes musiciens toulousains. Voilà, et ça, vous le savez, ça fait quand même partie des priorités de notre projet de Pavé le Jazz. Et là, c'est même, je dirais même, la priorité, c'est vraiment de soutenir la scène locale. Et pour le coup, moi je suis ravi parce que là c'est des tout jeunes musiciens que personne ne connaît encore. C'est des musiciens qui sont issus un petit peu de la scène du Mirail. Donc de la partie universitaire à musicologie. Musicologie du Mirail. Voilà, à Jean Jaurès, on dit maintenant, Jean-Pierre Lérac. Je sais bien que vous êtes vous aussi du monde d'après, du monde d'avant, mais on dit Jean Jaurès maintenant quand on parle du Mirail. J'ai 2 trains de retard parce que ça va être Paul Sabatier maintenant. Mais
je sais plus, on sait plus. Non, donc la musicologie, c'est à Jean Jaurès, ex-fac du Mirail. Voilà, donc c'est des tout jeunes musiciens, ils sont 13, c'est un nouveau collectif qui s'appelle Baraka Free. Et moi j'avoue que je suis pas allé voir ce qu'ils faisaient, on leur a donné une carte blanche et vraiment confiance, et vont jouer devant de nombreux publics. Bon, je connais quelques jeunes musiciens dedans. Et on va dire aussi que c'est peut-être Christine Vodraska qui vous les a conseillés. Ben, c'est Christine Vodraska qui a un peu derrière ce projet-là, qui a un peu provoqué tout ça, tous ces gens, ils étaient autour de Christine Vodraska, et elle leur a donné envie de partir sur ces musiques-là. Donc Christine Vodraska, on va aussi le rappeler, elle était la semaine dernière au taquin au piano, immense pianiste toulousaine, connue dans le monde des musiques improvisées un peu partout dans le monde, sauf à Toulouse, mais qui par contre est aussi enseignante à Jean Jaurès en musicologie. Qui fait un gros travail sur l'université de Jean Jaurès. Voilà, donc je suis vraiment très impatient de découvrir comment faire ce collectif. Il y a une jeune musicienne qui est un peu le leader, qui s'appelle Sarah Bro. Et donc voilà, grande soirée. Donc j'invite les gens à vraiment arriver à 19h, parce que ça va commencer à 19h, et ne pas manquer cette belle surprise. Il y aura de quoi manger, tout ça, enfin, comme d'habitude, quoi. Et il y aura peut-être des frites. En tout cas, ce collectif-là s'appelle Baraka Free. Je n'aurais pas osé, mais... Voilà, mais on ose tout à la radio, on ose tout. Baraka Free, donc ouverture de ce nouveau concert au Théâtre du Pavé, un pavé dans le jazz. Donc Baraka Free, collectif toulousain en première partie, et donc en deuxième partie ce trio mythique américano-français, Big Satan, dont on écoute tout de suite un morceau. Merci Jean-Pierre, et à tout à l'heure.
Voilà, le trio Big Satan avec Tim Berne, Tom Rainey et Marc Ducré, respectivement au saxophone, à la batterie et à la guitare. Dans le trio que l'on peut voir dimanche prochain au Théâtre du Pavé. C'est Jazz au Pavé, un pavé dans le jazz, qui organise ce concert-là. Et donc avec la Baraka Free, jeune collectif toulousain issu de la fac Jean Jaurès, qui sera sur scène en première partie de ce trio assez mythique. Oui, Jean-Pierre. Avec des réservations recommandées, je le répète. Ouais. Avec des recommandés pour les pour les recommandations. Pour les réservations, voilà, vous l'avez compris. Si vous voulez y aller, il vaudrait mieux acheter le ticket avant. Il paraît que même sur Internet, ça marche. C'est vous dire si ces gens-là sont modernes. Allez, la suite. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Voilà. Allez, on va encore parler de musique bizarre avec un livre que Salam Okran, qui vient d'arriver, va me faire tout de suite le plaisir de me rendre, parce que j'ai besoin quand même de ça pour lire le titre. Ça s'appelle Toulouse, les années tubes. C'est Yves Gabé, journaliste à La Dépêche, qui en est l'auteur, sorti aux éditions Atlantica, épatante maison d'édition nichée quelque part du côté de Biarritz, sur la côte basque, épatante, parce que ayant sorti un certain nombre de bouquins sur le surf absolument magnifiques, mais de temps en temps ils sortent aussi des livres. Mais je me souviens avoir vu passer chez eux des bouquins, des mémoires de rugbyman assez célèbres, également des choses sur le monde du jazz à Toulouse, qui étaient sortis il y a quelques années, fait par un animateur d'une autre radio concurrente toulousaine, nichée du côté de Blagnac, je me souviens plus le nom de l'auteur. Voilà. Voilà, des briques et du jazz, quelque chose. Sur le graffiti aussi. Sur le graffiti, avec Olivier Gac, qui avait fait un superbe bouquin sur la True School. Et puis là, donc, on parle d'un bouquin sur la variété toulousaine. La variété toulousaine, Toulouse, les années tubes, Yves Gabé. La variété toulousaine, ici autour de cette table, on en a tous à un moment donné eu honte. N'empêche que finalement, à vous lire Yves Gabé, cette scène paraît éminemment sympathique, et puis a marqué quand même durablement une part de la culture populaire hexagonale, avec dans cette scène toulousaine variété, qui finalement, c'est quoi? C'est une génération spontanée, ou elle a été préparée, Yves Gabé, par des gens bien avant le début des années 80? Les deux, mon général. Je crois qu'il y a effectivement une génération spontanée d'artistes qui ont beaucoup de talent, mais en plus il y a tout un réseau de gens à peine plus âgés qu'eux. Je pense à des gens comme Jacques Cardona ou comme les cousins Porterie, les hommes qui tiennent le studio Condorcet, qui vont aider cette génération presque spontanée à éclore. Et donc voilà, il y a les deux. Il y a des jeunes, mais il y a aussi une génération juste au-dessus, les frères Seff par exemple, qui vont les aider à accéder au plus haut niveau. Et donc ce livre raconte l'histoire d'une génération qui va prendre d'assaut le top 50. Et avant de parler de cette génération, faut dire peut-être deux mots de quelque chose qui est quand même assez important dans le développement de cette scène, c'est les studios, et on y reviendra après avec les deux studios majeurs de cette époque-là, Condorcet et Polygone. C'est très important ça. Je crois que c'est au cœur de... C'est peut-être une des clés, j'essaye dans le bouquin d'essayer de trouver des clés de ce succès vraiment étonnant. On parle de 12 à 15 millions de singles fabriqués et vendus en 10 ans. En 10 ans, oui. C'est un truc de fou. Et une des clés que j'ai trouvées, enfin je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'avoir trouvé, à l'avoir suggéré, mais ce sont ces deux studios que l'Europe entière nous envie, le studio Condorcet et ensuite Polygone,
où règne une ambiance très amicale, très conviviale, mais aussi un savoir-faire qui est épatant. C'est pas pour rien que des gens comme The Cure ou Mick Jagger viennent enregistrer à Polygone. Hein. Donc ça, on en reparlera dans un deuxième temps, mais on va peut-être commencer par le vif du sujet. Quelques noms pour nous rappeler, pour nous rafraîchir un peu la mémoire de ces groupes qui ont enflammé les FM naissantes, puisque ça aussi, c'est quelque chose qui a été un sacré vecteur dans la diffusion de ces musiques. Quelques noms de groupes qui... Jean-Pierre Madère, bien sûr, qui a été le premier avec Disparu et Macumba un petit peu plus tard. Gold avec 3,45 tours qui explose tout, quoi. Plus près des étoiles, Ville de Lumière et tout ça. Capitaine abandonné, bien sûr. Plus d'un million d'albums, de singles, Images et leur fameux... Les démons de minuit. Voilà. Pacifique, Jean-Jacques Lafont et son géant de papier. Week-end millionnaire. Aussi. Art Mengo, Polydester, bien sûr. Et après quelques absents de votre livre, il y en a, et on en reparlera, et notamment quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Serge Faubert, qui a sorti aussi quelques 45 tours Attention, je parle de sous son nom. Oui, sous son nom. C'est vrai, je parle de Serge Faubert un petit peu. Je parle, hélas, pas du tout de Bernard Michelis, alors qu'il avait largement sa place. Voilà, je pouvais pas tout dire. Et voilà, donc on va tout de suite se mettre dans l'ambiance avec un morceau qui date des années 87-88, ça s'appelle Tainana, le groupe c'était K0, et on parle de K0 juste après en avoir écouté. Je crois qu'il nous écoute d'ailleurs. Quelques minutes, faut pas quand même exagérer, on a plein de musique de cette époque-là, faire écouter K0 Tainana, ça doit être vers 86-87. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique, que tous les voisins appelaient Tainana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil, car j'aurai pas à repasser après vous. Mais oui, madame. Pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille. C'est vraiment typique que tous les voisins appelaient Tainana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil, car j'aurai pas à repasser après vous. Mais oui, madame. Tainana. Voilà, Tainana, K0, à une époque où déjà le mouvement est bien amorcé, Gold est déjà sur le devant de la scène depuis un petit moment. Voilà, pareil. Les démons. Gold, ils ont commencé en 65, attention. Voilà, les démons de minuit, c'est déjà un tube à ce moment-là. Et Tainana arrive porté par un duo assez étonnant parce qu'ils ne viennent pas du tout de ce milieu variétoche. Ils viennent plutôt de la frange rock pour Véro Sego. La bassiste. Ils sont très rock, oui. Et puis musique progressive pour Eric K0 qui jusque-là. Ça, mais c'est des ovnis. Ces deux-là, ce sont vraiment des ovnis. Ils ont une culture rock qui est juste extraordinaire. D'ailleurs, maintenant, comme tu le sais, ils dirigent la School of Rock qui est à Blagnac, et certainement pas à Mondonville, comme on l'a lu quelque part. Mais non, c'est vrai qu'à Mondonville, par contre, ils organisent un festival chaque année. Exactement. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Et c'est vrai que K0. C'est un véritable ovni. Voilà. Nous qui sommes des vieux et les plus vieux autour de cette table, Jean-Pierre Lérac et moi-même, nous souvenons les avoir vus régulièrement à la fin des années 70 dans des concerts de progressive rock. Je me souviens, ils ont pu faire des premières parties de Magma, par exemple. Et c'est vrai que j'avais des copains à cette époque-là qui aimaient deux groupes, Yes et K0. Et quand Yes a licencié une partie du personnel et a fait venir
réunir les Buggles pour réintégrer Yes. Ils ont dit on n'écoute plus Yes, c'est terminé, Yes ça vaut plus rien, on écoute K0 et ces potes-là couraient les fêtes pour aller voir K0 sur scène avec une formation, quand on voit les musiciens qui jouaient à cette époque-là dans K0, c'est ahurissant. C'est pareil pour Image. Image, avant d'être Image, était May, qui était vraiment un groupe de free jazz peut-être. Ouais. Ah oui, c'était des musiciens extraordinaires. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui regroupe un peu la première vague de ces groupes-là, c'est qu'ils sont venus à la variété sans doute par plein de connexions, et on reparlera des studios parce que c'est sans doute la connexion importante, mais ils venaient d'ailleurs, le rock progressif, le rock ou le bal. Ou le bal, absolument, pour Jean-Pierre Madère, pour les Gold, bien sûr, voilà. Goldfingers. Et avec une scission de l'orchestre de Bâle pour Goldfingers, le Goldfingers est resté même après la création de Gold, et avec des musiciens de Gold qui ont dit nous on veut faire de la musique plus professionnelle. C'est-à-dire que Goldfinger est devenu Gold un petit peu par la force des choses, parce que les fans en avaient assez de mettre ces deux syllabes ultimes, là, Finger, c'est devenu Gold. Et eux, ils étaient déjà bien en avance sur les autres orchestres de bal. Techniquement, ils avaient déjà un truc en façade, la technique en façade. Ils avaient tout bien organisé. C'est le seul groupe d'ailleurs orchestre de bal qui est devenu groupe professionnel ensuite. Et donc l'arrivée de tous ces groupes va complètement chambouler le paysage variété française, parce qu'ils amènent dans cette variété-là peut-être les synthés, qui sont en train d'envahir la musique planétaire. Absolument. Et une touche quand même de rock, qui est quand même la base de la plupart de ces musiciens-là. C'est ça. Y a le rock, c'est les cousins Porterie à Condorcet, qui sont très très rock californien. Weekend Millionnaire vient de là également. Mais ce que tu dis sur les synthés, ça c'est vrai que Image, et surtout Christophe Després, celui qui composera dans quelques temps les Démons de minuit, et de qui on parlait là, de Jean-Pierre Madère, eux ils vont enregistrer en Italie, où c'est la mode de l'Italo Disco, où c'est que du synthé, les Comanchero et tous ces tubes là que personne n'a oublié. Et les Sabrina, dont on reparlera tout à l'heure. On va parler de Sabrina, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a ce sens, il y a ce sens du son, il y a ce sens du travail en studio. Il y a peut-être aussi un sens de la fête qui les réunit tous, et une façon de ne pas se prendre au sérieux. C'est ça, on est à Toulouse, faut pas oublier. Voilà, qui réunit un peu ces groupes-là. On est à Toulouse, on est dans les années 80. Les années 80 sont pas très très joyeuses. C'est le chômage, c'est le sida, c'est tout ça. Et à chaque fois, on regarde par exemple les années 70, les années 78 en Grande-Bretagne, dès qu'il y a une grande crise socio-politico, tout ce que tu veux, il y a un mouvement artistique qui émerge en réaction à ça. Et ben là, c'est pareil. Avec une véritable identité au niveau de Toulouse, c'était des gens qui se voyaient beaucoup, qui travaillaient ensemble, ou c'était des projets comme ça un peu éparpillés Il y en a beaucoup qui ont joué ensemble. Et il y en a d'autres qui étaient des électrons libres. Sabrina, Polynester était un électron libre. Pardon. Art Mango, pareil. Mais par contre, Gold, Image, Pacific, tout ça, eux, ils ont tous joué ensemble. Gold est devenu Image. Le chanteur de Gold est parti chez Image, etc. Donc, mais il y a eu une grande... C'est une autre clé du succès, ça aussi. Jean-Pierre Madère, par exemple, c'est celui qui va prendre rendez-vous à Paris pour qu'Image se fasse signer. C'est pas rien. Et c'est vrai qu'il y a donc cette idée de grand frère, et le premier qui arrive sert de marchepied à ceux qui sont derrière. Absolument. Il y a eu vraiment cette identité de on vient de Toulouse, on monte à la capitale et on cède pour y rester. Voilà, nous on fait les choses différemment à Toulouse. On n'a pas envie. Ils ont eu des appels. Des appels de la capitale très importants financièrement. Les gens de Condorcet ont demandé aux gens de Condorcet de monter à Paris pour enregistrer les Sardou, le Normand, etc. Et Cardona a dit non, en négatif, donc je suis bien ici à Toulouse. Et c'est eux qui sont venus, qui sont descendus. C'est le Normand, Mike Brandt et tous les autres qui sont venus enregistrer à Toulouse. Et donc Jacques Cardona, le patron à l'époque du studio Condorcet, je le rappelle, actuellement le studio Condorcet est tenu par Olivier Cussac, qui est un tenant mais d'une autre sorte de musique. Il serait plutôt du côté du jazz, du funk et des choses comme ça. Oui. Et le studio Condorcet qui va bientôt disparaître, puisqu'il fait partie de ce grand projet de rénovation autour de la gare, et Condorcet va bientôt être détruit.
C'est dommage. Et c'est bien dommage. Tout de suite, on écoute un autre tenant de cette scène variété des années 80, Gold. Allez, tout de suite, au plus près des étoiles. Comme on m'aurait dit qu'un jour je passerais du Gold à caramel mou, j'aurais demandé si les mecs avaient pas pris l'apéritif bien avant l'heure légale. Eh ben si, finalement si. Et celui-là, cette version-là n'est pas chantée par Émile Voldemer, mais par Lucien Crémades. C'est une version qui vient de ressortir. Donc le guitariste de la formation plus près des étoiles, Gold. Voilà, vous ne rêvez pas, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus, c'est Caramel Mou et n'empêche, on vient d'écouter un Gold. Je ne vais pas dire un vieux Gold parce que ça c'est une version assez récente. D'ailleurs, on s'est laissé avoir par l'introduction, on ne se souvenait pas que l'introduction était si longue avant que les voix apparaissent. Gold, donc un des groupes majeurs de cette scène variété toulousaine dont vous vous faites l'écho, Yves Gabet, dans ce livre Toulouse, les années tubes. Gold qui est un des parrains et un des premiers à avoir explosé avec Madère dans la catégorie variété toulousaine. Ah oui, eux c'est vraiment c'est par eux que tout arrive, quoi. Enfin, non. Jean-Pierre Madère fait un gros carton avec Disparu. Et juste derrière, on est en 83, juste derrière en 84, Gold arrive avec Près des étoiles et là c'est la folie. Et c'est la folie et ça va quand même durer une petite dizaine d'années pour eux. Ah oui, vraiment. Facile. Avec des tubes qui s'enchaînent. Ça n'arrête pas. Voilà. Et on le disait tout à l'heure, la diffusion a quand même été largement facilitée par deux événements, deux médias, deux façons d'écouter de la musique. Il y a eu les radios associatives qui sont donc libéralisées et qui sont autorisées vers 81-82 et qui vont se précipiter sur ceux qui étaient construits dans l'Hexagone, en plus de devenir un robinet à musique américaine. Ils vont quand même
même s'intéresser à ce qui se fabrique en France, et donc cette industrie toulousaine est là, et je parle quand même bien d'industrie, même si ça reste un peu artisanal, il y a bien une industrie musicale derrière. Et puis l'autre, c'est l'invention du top 50 qui va aussi permettre à toute cette musique d'être diffusée, vue. Et la troisième, c'est les clips. Bien sûr. Il y a quand même une école toulousaine du clip de variété. Oui, non, mais c'est vrai que toute cette vague-là est arrivée vraiment au bon moment, quoi, hein, avec le top 50, les clips, tout est parfait, quoi. Toutes les planètes sont bien alignées et ils font un carton extraordinaire, quoi. On parlait d'un groupe tout à l'heure, donc Image qui se fait connaître par un morceau Les Démons de Minuit, avec un tournage de clip, puisqu'on parle de clip, assez savoureux. Oui. On ne parlera pas des danseuses qui sont dans ce clip, mais on parlera surtout des... On pourrait. Commençons par parler des conditions de tournage. Ce qui est marrant, c'est que tout se fait à Toulouse et il décide de tourner dans une église toulousaine avec un scénario. Le scénario qu'il tend au curé est très soft. Et en fait, quand on le regarde, c'est un démon qui est attiré par les démons de minuit, et donc par des jeunes danseuses pas très vêtues. Hein, voilà, pas très vêtues, qui sont derrière. Et effectivement, dans une église, ça a un peu défouraillé du côté des. Ouais, les fidèles n'ont pas trop aimé. Des fidèles habituels de cette église. Vous nous disiez que c'était la Dorade. Je crois que c'est ça. Ou la Dalbade. Qui a permis à ce clip de se filmer. Donc ça, c'était Les Démons de Minuit par Image en clip, un clip que l'on voit partout et tout le temps à ce moment-là sur les télés hexagonales. C'est ça qui est vraiment étonnant, et c'est pour ça que ça m'a vraiment plu d'écrire ce bouquin, c'est que ce sont des tubes qui ont été écrits il y a 30 ans, sur lesquels on danse encore aujourd'hui dans n'importe quel mariage, n'importe quel enterrement de vie de garçon. C'est fou quand même. Et c'est quand même une époque et une scène qui se montre actuellement assez régulièrement, avec une tournée dans la tournée des années 80. Bien sûr. Ils ne sont pas tous, mais il y en a quelques-uns qui y sont, c'est vrai, bien sûr. Et qui continuent à cartonner sur scène, ce qui est quand même absolument étonnant 30 ans après. Bien sûr, mais moi j'ai le plus grand respect pour les faiseurs de tubes. Je trouve ça extraordinaire. Moi, écrire un tube, c'est quelque chose qui me fascine. Comment on peut écrire un truc qui 30 ans plus tard fait encore danser les gens. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. On va écouter tout de suite un autre tenant de ces tubes toulousains avec une jeune fille. Elles sont pas finalement très nombreuses, les filles qui vont être sur cette scène-là. Il y a Véro Sego, donc la bassiste de Casero. Il y avait aussi Cathy Lajousse de Pacifique, qui était la chanteuse de Pacifique, et puis une jeune fille qui a commencé dans un groupe de punk rock et qui se retrouvait à chanter Oui je l'adore et Le Monde des Fous et des morceaux comme ça. Elle s'est appelée Sabrina O, pour finalement se faire connaître partout dans l'Hexagone sous le nom de Pauline Esther. On revient sur son histoire juste après avoir écouté quelques notes d'un de ses tubes, dont Le Monde des Fous. Et ça l'a rendu folle, elle lui donne du coup. Coup de bâton, coup de balle et coup de bambou. C'est continue comme ça, lui cassera le cou. Mais malgré tout, le doudou est amoureux de la bébé. Bébé si douce avec doudou entre deux coups de balai. Le Babatou arrive à d'observer qu'il a eu beau crier, non rien n'a changé. Fatigué de rester dans les coulisses, il s'est engagé dans la police. Et aujourd'hui, le Baba est amoureux de sa patrie. C'était bien ce qu'il voulait, être gardien de la paix. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Voilà, donc Pauline Esther, initialement connue à Toulouse sous le nom de Sabrina. C'est au moins avec ce nom-là qu'elle se produisait dans les bars toulousains. Oui. Mais
le nom de son groupe un peu punk s'appelait Wilfried Bonbon. Wilfried Bonbon, c'est pas mal aussi. et donc il s'est adjoint la lettre O, parce qu'à la même époque apparaissait en Italie, dont vous parliez de disco funk tout à l'heure, apparaissait en Italie une autre Sabrina, assez poitrinaire celle-là. Oui. Et donc du coup, pour se différencier de cette italienne, elle a rajouté Sabrina O. Elle a même concouru pour les découvertes de Bourges dans les années 87-88. Et puis elle est devenue Pauline Esther. Dans quelles conditions elle est devenue Pauline Esther? L'anecdote est connue, elle est drôle, elle est savoureuse. Elle monte à Paris en voiture avec la 4L, je crois, avec son ami Frédéric Loiseau. Et le type qu'elle a eu au téléphone lui dit il va falloir trouver un nom, un pseudo. Et son esprit dérive un peu comme ça, elle cherche des trucs, elle a Lulu Berlu, Lulu, plus loin Berlu, peut-être, pourquoi pas, Savannah, ça lui plaît moyen. Et après, il reste bloqué derrière un camion sur lequel est marqué Polyester SA. Et elle se dit polyester, c'est pas mal ça, Pauline Esther peut-être. Et elle garde le truc dans sa tête, elle n'en parle pas à Fred. Et arrivé devant dans les studios, au moment de signer, parce qu'il y avait l'espace sur les pointillés, là il fallait marquer. Il lui dit bon alors c'est quoi le nom de votre groupe? Elle dit Pauline Esther. Pauline Esther. Le type prend son téléphone, il appelle le grand Ponte, je suppose. Il lui dit Pauline Esther, ça vous va? Silence, il raccroche, il dit bon c'est bon, vous êtes Pauline Esther. Heureusement que le camion n'avait pas écrit derrière Conforama, ça aurait été importable sinon. Donc Pauline Esther qui fait partie des voix qui ont marqué cette époque et une des rares voix féminines. Qu'est-ce qui fait que les filles sont si peu présentes sur cette scène variété toulousaine, alors que les filles sur la variété hexagonale, il y en a plein à cette époque-là? Oui, je sais pas, mais je crois qu'il n'y a pas s'il y a une explication, en tout cas je la connais pas. Je sais que Toulouse à l'époque était très rock ou très jazz, des milieux qui sont plutôt en général assez masculins, mais la troisième voix, cette voix un peu variété, pop, je sais pas, j'ai pas l'explication, c'est peut-être juste comme ça. Donc on disait une série de groupes, une série de tubes qui pendant une douzaine d'années vont envahir les télés et les radios FM, donc Gold, Image, Pacifique, Jean-Pierre Madère, Pauline Esther, Jean-Jacques Lafont, Art Mengo, Week-end Millionnaire ou Casero. Et derrière tous ces groupes, il y a quand même des artisans qui sont derrière, il y a des ingés du son et il y a des patrons de studios. Et c'est quand même le moment d'en parler. Ça, c'est très important, ça. Condorcet, Polygone sont les vrais studios et les vrais vecteurs de cette musique-là. C'est là que se fait le son, avec quand même une idée assez unifiée du son que doivent avoir ces tubes-là, et avec des ingés du son qui sont quand même assez magiques. Oui, voilà. Et ce sont des gens très bienveillants qui ne sont pas des fonctionnaires de la musique. Ils ne regardent pas l'horloge et à 18h, tout le monde dégage. S'ils doivent passer la nuit à régler un petit un bruit de charlet ou de grosse caisse, ils vont le faire. Ils sont ils adorent la musique et ils ne prennent pas du tout pour un charlot le type qui va venir et qui a envie de présenter ses chansons. Non, ils sont vraiment très amoureux de musique, tout simplement. Et ils sont amoureux de la musique qu'on fait ici, quel que soit le style, qu'il soit pop, folk, tout ce que tu veux. Et ils prennent avec le même respect, la même bienveillance un type qui va venir chanter Kennebel Magaronne que Gérard Lenormand ou Michel Sardou. Donc on va quand même citer au moins deux noms: Jacques Hermé à Polygone, Jacques Mailly aussi. Jacques Mailly aussi à Polygone, Jacques Cardona à Condorcet. Les cousins Porterie. Les cousins Porterie aussi. Les cousins Porterie, ce sont des ingé sons. Jean-Pierre Madère me disait François Porterie, c'est Phil Spector. Carrément. Et il faut savoir que François Porterie construit Condorcet de ses propres mains dans le jardin de ses parents. C'est fou, quoi. Et Jean-Michel Porterie, c'était quelqu'un qui pouvait passer une nuit, ça s'est vu, une nuit entière comme ici, là, comme sous la table de mixage pour réparer, pour être sûr que le lendemain, tout va bien, tout est nickel pour que le chanteur puisse s'exprimer et les musiciens faire leur musique. Et c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, il y a la crème de la variété française qui descend à Toulouse pour enregistrer. Les France Gall, les Hugo Frey, les Mike Brandt, les gens comme ça. Michel Sardou, en 73, vient enregistrer La maladie d'amour, tube
extraordinaire, et il découvre une équipe qui est vraiment sympa, parce qu'ils le sont vraiment. Cardona, les Porteries sont vraiment des gens sympas. Une fois que la journée est finie, il fait beau. C'est pas rien, ça, le fait d'aller boire un verre en terrasse. Voilà, mais c'est vrai, ça. Et après, il le dit aux autres, il le dit aux autres à Paris. Et puis, il y a un système D. Un système D brouille le fameux écho de la voix de Sardou dans La Maladie d'amour. C'est tout simplement parce qu'ils l'ont mis dans les chiottes. Ils l'ont mis dans les toilettes. Ils ont mis un micro dans les toilettes, et ça donne cet écho incroyable. Et voilà. Et il y a plein de choses aussi. Il y a on a parlé des cousins Porteries qui étaient très rock californien, et il y a Roger Loubet, le pianiste, qui lui est très plutôt classique. Et La Maladie d'amour, encore une fois, qui est un peu la pierre angulaire ou l'acte de naissance, si on veut, de Condorcet. Il y a sur le refrain toutes les envolées de cordes de Roger Loubet, qui est plutôt conservatoire, plutôt classique, et sur les couplets, les guitares un peu américaines des cousins Porteries. Et c'est vrai que cette époque-là, ça permet aussi à Toulouse de voir passer les Cure qui viennent enregistrer, de voir Dépêche Mode, voilà. Mick Jagger. Ce qui fait que quand même, il y a une connexion et une rencontre entre musiciens qui a dû être assez bénéfique. Bien sûr. Là, pour cette variété-là. Bien sûr, mais à l'époque, moi je l'ai pas vécu, je n'habitais pas à Toulouse à l'époque, mais par exemple Véro Ségaud me racontait qu'à l'époque, à Toulouse, on ne pouvait pas se promener sans rencontrer des attachés de presse ou des directeurs artistiques qui, dès que vous disiez je suis toulousain et je fais de la musique, vous voulez à tout prix vous signer, vous écouter, oui, il y avait vraiment une effervescence autour de Toulouse. Il y avait quelque chose. Alors on ne savait pas si c'était dans l'eau ou avec le soleil, mais donc Yves Gabet, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que les années 80 sont un moment assez privilégié où l'ensemble des planètes sont alignées pour permettre quelques miracles. On n'a jamais compris pourquoi ça s'était passé à Toulouse, mais n'empêche que ça s'est passé. Il y a quelques clés quand même. Voilà. Il a fallu quand même après attendre que Zebda arrive pour un peu se décaler de cette scène-là, dont Zebda c'est fin des années 80, début des années 90. La mode de la variété toulousaine, elle se termine dans les années 90-92. Oui, c'est ça, vers 92 à peu près, 92-93. C'est une vague, et comme toutes les vagues, elle redescend. Et un peu plus tard, Zebda va prendre la suite, et maintenant il y a Big Flo et Oli, il y a 400 Trees, il y a plein de choses magnifiques qui arrivent. Et c'est vrai que n'empêche que tous ces gens-là sont toujours présents sur la scène toulousaine. On parlait de Véro Ségaud tout à l'heure, dont il y a sa rock, sa rock school qui fonctionne depuis une bonne quinzaine d'années. Mais avant, elle a eu aussi une carrière solo. Elle a fait de très bonne facture. Les beaux soirs des émissions de rock hexagonal. Je me souviens de l'avoir entendu assez régulièrement chez Bernard Lenoir à l'époque de son premier EP, donc au début vers les années 93-94. Éric Casero, on l'a connu sous le nom de Jean Dupont, avec quelques albums, quelques albums assez savoureux. C'est devenu les Dupont électriques avec un rock plutôt Captain Differt, et il a produit quelques jolies choses. Mais Serge Faubert, dont on parlait tout à l'heure, est ingé du son, et il a son petit studio de l'imprimerie. Kidwise, par exemple, le groupe de rock toulousain, c'est Faubert qui est derrière le son de ce. Il y en a un qui est dedans d'ailleurs. Et un de ses fils qui était le batteur, je crois qu'il vient de le quitter, mais qui était le batteur de Kidwise. Laurent Marc, qui était le vibraphoniste de Casero, continue à faire de la musique dans un groupe qui s'appelle No, mais fait aussi du son. C'est vrai. Enfin, c'est vrai que tous ces gens-là sont restés dans la musique. Et ils sont restés à Toulouse. Et ils sont restés la plupart à Toulouse. À ma connaissance, il n'y a qu'Alain Lorca, le bassiste de Gold, qui a quitté Toulouse, qui est maintenant à Arcachon. Et Week-end Millionnaire, donc sont plus tout à fait là, ils sont à Paris. Voilà, et donc Pacifique qui ont quitté un peu la musique, mais qui sont toujours ici. Absolument. Voilà. Le père de Stéphane Després, qui est un des gens de Pacifique, a un fils qui a maintenant 11 ans, Constant Després, qui est un pianiste prodige, dont vous allez entendre parler. Bon, très bien. Et dans cette longue litanie des artistes variétés toulousains, on va se quitter avec un qui est arrivé en dernier finalement, Art Mengo. Il clôture un peu cette décennie assez magique. Ça, oui. Art Mengo qui arrive un jour avec une cassette qu'il fait passer à un ingénieur du son, je crois que c'est celui de Polygone, et lui dit tiens, écoute ça peut peut-être donner quelque chose. Son histoire est marrante à lui aussi.
il est manutentionnaire chez Renault, et de temps en temps il joue dans les bars de Toulouse, et tout le monde lui dit t'as une belle voix, et puis tes chansons sont bien, et un matin il se lève pour aller bosser chez Renault, mais il y va pas. Il se dit non, maintenant ça suffit, je vais devenir chanteur. Et donc il enregistre une petite maquette, il l'a fait passer à Polygone, ça arrive chez un producteur parisien qui dit oui, pourquoi pas. C'est à Polygone, la cassette est à Polygone, le type est descendu pour faire les chœurs de je ne sais plus quel artiste. Il repart avec la cassette. Voilà, il écoute sur place. Jacques Bailly de Polygone lui fait écouter. Art Mengo n'est même pas là, et le type le signe. Sans même qu'il soit là. Ils essaient d'en faire une version réenregistrée à Paris, qui ne passera jamais parce que trop surproduite, et c'est finalement la maquette qui va servir de base du single. La magie de la maquette. Voilà. Et ce morceau-là, c'était Les Parfums de sa vie. Je l'ai tant aimé. Voilà, je l'ai tant aimé. Art Mengo, fin des années 80. Le début pour lui aussi d'une longue carrière qui, elle, continue avec un album qui devrait sortir dans pas très longtemps. Il a des projets extraordinaires, je sais pas si t'es au courant. Mais... Et peut-être en dire 2 mots avant d'écouter Art Mengo. C'est compliqué. C'est compliqué, on peut pas le dire encore. Très bien, donc Art Mengo, Les Parfums de sa vie, en attendant le prochain album d'Art Mengo qui devrait pas tarder. Fourbu jusqu'aux aurores à l'inconnu, elle a roulé à demi-nu, son corps de bras en bras tendus. C'est vrai qu'au vent de ses cheveux, à ce parfum de safran bleu, elle a brûlé à petit feu. Sa liberté, manière de jeu, elle a dans son regard un reste d'étendard, l'ombre d'un corbillard que pousse des pillards. Moi, je l'ai tant aimé. Fin de sa vie, moi je l'ai adoré, oh, adoré, que mon corps est pétri des parfums de sa vie. C'est vrai qu'au bord de ces écarts, ses yeux froissés sont en retard quand sonne l'heure de leur départ, ou d'un sourire, ou d'un regard. Elle a le corps ouvert aux rives adultères, à la caresse amère des amours passagères. Moi je l'ai tant aimé. Voilà, Art Mengo, je l'ai tant aimé, Les Parfums de sa vie, pareil, titre immensément entendu sur les radios au début des années 90, fin des années 80, marquant un peu la fin de cette vague de la variété toulousaine qui aura un peu encombré les ondes radiophoniques pendant une dizaine d'années, période dont parle largement ce livre Toulouse
Toulouse, les années tubes aux éditions Atlantica par Yves Gabé. Yves Gabé, je le disais en début d'interview, vous êtes journaliste à La Dépêche. Mais pas que. Hein. Mais pas que. Voix du Midi, côté Toulouse, île Toulouse. Voilà. Ouais, ne les oublions pas. On appelle ça un pigiste aussi. Donc c'est une scène, la scène toulousaine, vous la suivez. Bon, vous êtes arrivé à Toulouse à la fin des années 90. Ça fait 18-19 ans que vous êtes installé ici. Vous êtes un natif de la région parisienne. Vous suivez cette nouvelle scène toulousaine ou pas du tout? Ah oui, tout à fait. Oui, il y a plein de choses très très intéressantes. Le nouvel album des Cat Centuries est merveilleux. J'aime beaucoup Big Flo et Oli. Il y a plein de choses extraordinaires. Bertrand Betch, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et c'est vrai que Jean-Pierre Lérac nous le disait pendant qu'on écoutait Art Mengo. C'est vrai qu'au moment où se développait toute cette scène variété toulousaine, éclosait en même temps toute une version de la chanson ici. C'était la même époque où Juliette était là, où Étienne Zénon était là, où Edmond Zabal commençait aussi à faire de la musique, où le jazz... les Clusanes, oui, c'était la bande à les Clusanes, oui, qui est devenue maintenant la Loupiote, mais ce bar rue Réclusane, qui était tenu par des gens qui sont allés ensuite monter le Bijou, et de l'autre côté ils avaient monté Gare aux Morilles à un moment donné du côté de la zone Thibault, avec donc une autre partie de la chanson, une autre façon de voir la chanson qui se montait en même temps à Toulouse. Exactement. Et c'est vrai qu'une époque qui a été assez magique avec une émulation assez terrible. Oui, c'est ça qui est étrange à Toulouse, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, Toulouse était à la fois très rock et très jazz. Et c'est cette voix variété, pop, qui a remporté la mise. Voilà, et qui n'était pas du tout attendue. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous replonger dans vos années d'adolescence pour les plus vieux, si vous voulez connaître un peu quelques tenants de la scène musicale toulousaine. L'arrière-cuisine de tous ces tubes. L'arrière-cuisine de tous ces tubes, Yves Gabé a écrit pour vous Toulouse, les années tubes, aux éditions Atlantica, sur cette décennie assez magique pour certains, assez tragique pour d'autres. Yves Gabé, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler. Et puis Véro Sego et Eric Casero, on vous lance un petit bonjour, puisque l'on sait que vous êtes de l'autre côté du poste. Jingle et on passe à la suite. L'avantage avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. Caramel, mou, caramel. Salam Okrane, bonsoir. Bonsoir. Salam Okrane qui régulièrement viennent nous faire des chroniques à ce micro à tendance un peu polémique, politique, parlant d'ici, parlant d'ailleurs, mais la plupart d'ici. Et puis dans la semaine, quand je vous ai vu, vous m'avez dit cette fois-ci, je ne vais pas parler de Toulouse, je ne vais pas parler des élections municipales à venir. Pourtant, il y aurait des choses à dire, ça va être rigolo, mais ça sera pour une prochaine fois. Non, je vais vous parler d'un personnage quasi inconnu, mais qui pour moi est quelqu'un de formidable, et c'est quelqu'un qui me fascine. Donc on a dit banco, et vous allez nous raconter une jolie histoire. Ouais, je sais pas si c'est une jolie histoire, mais c'est vrai que j'avais envie de partager ça. Je vais vous parler de Alfred Berenguer. Alfred Berenguer, c'est un curé. C'est un curé algérien, pied noir, qui est né en Algérie. Et en fait, rapidement, ce qui m'a donné l'envie d'en parler, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, il y a eu une initiative assez intéressante de 2 députés, un député d'En Marche, Cédric Villani, vous savez, c'est le mathématicien. Le mathématicien avec toujours une araignée. Voilà, exactement. Et un député communiste qui ont pris l'initiative pour que la France reconnaisse le meurtre de Maurice Audin, qui était un militant communiste, professeur de maths. Alors, professeur de maths, c'est... Sans doute assassiné, enterré on ne sait où, et l'État français n'a jamais voulu le dire. Voilà, donc tu as bien résumé la situation. Et donc Cédric Villani, je ne sais pas si c'est par solidarité mathématique sur Mag ou pas, mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, j'ai en fait, il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence à Toulouse sur Alfred Berenguer. Alors Alfred Berenguer, c'est un curé
Et j'ai vraiment trouvé cette histoire assez extraordinaire. Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup touché. J'avais envie de la partager. Alfred Berenguer, donc il est né en 1915 en Algérie, de parents espagnols. Donc c'est un pied noir, ce qu'on appelle un pied noir. Et c'est un curé. De base. Qui a la fibre de base, qui a la fibre sociale. C'est un curé engagé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage contre l'Allemagne nazie, alors qu'en tant que curé, il aurait pu se dispenser. Il avait le droit de ne pas faire la guerre. Il le fait. Il fait la bataille de Monte Cassino, la campagne d'Italie, puis la bataille de Monte Cassino. Et puis, après la guerre... il est affecté dans une paroisse de l'Ouest algérien, dans une espèce de centre agricole où règne un certain monsieur Lebon, héritier d'une longue lignée coloniale. Et il se rend compte un petit peu de ce que c'est. Voilà, c'est vraiment le gros propriétaire terrien qui possède tout, même l'église. Elle est à lui. Donc il est sensibilisé à cette... au sort finalement des indigènes, et à cette réalité-là, on peut les appeler comme ça, puisque ils étaient soumis au code de l'indigénat. Donc, et c'est quelqu'un qui s'engage dans des actions en faveur de l'égalité, ou dans des mouvements comme le scoutisme musulman. Ça peut paraître banal, mais à ce moment-là, le scoutisme musulman, pendant la période coloniale, était considéré comme vraiment une action subversive et nationaliste. Donc sa conviction, là je le cite, il dit « L'Algérie, terre française, c'est une fiction. Et l'Algérie, et aucun décret ne supprime l'histoire, la géographie ou le fait social. » Donc on voit un peu sa pensée. Donc on comprend bien que le père Berenguer, l'abbé Alfred Berenguer, prend fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie, notamment après l'armistice de 45 et les massacres de Sétif également, le 8 mai 45. Alors, il s'agite. Très très vite, il est accusé d'être communiste, évidemment. Bien évidemment. De démoraliser les troupes françaises, d'être anti-français. Et après la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie, après le début de la guerre d'Algérie, en 58, il est expulsé d'Algérie par les autorités françaises qui disent bon, ça suffit. On l'exfiltre. On l'exfiltre, voilà, exactement, merci. On l'exfiltre. Donc, il se retrouve à Rome en 58. Alors, j'ai oublié le nom du pape, excusez-moi, mais c'est les funérailles du pape. C'était peut-être Jean 23 ? Non, c'est un Pie. C'est un Pie quelque chose. Alors, Pie 9. Je sais plus, il faudra que je l'ai vu tout à l'heure, je voulais vous le dire. Donc, Pie 12 peut-être, t'as bien raison. Donc, il est aux funérailles du pape à Rome et il croise un évêque chilien d'origine française, un basque, qui lui dit écoute... Un évêque chilien d'origine française, un basque. C'est quand même... La mondialisation avait déjà cours. Exactement. Et donc, cet évêque lui propose de venir donner des cours de français à Santiago du Chili, dans une paroisse de Santiago du Chili. Et donc, le voilà en Amérique latine et... les autorités françaises se croient définitivement débarrassées du gêneur. Donc, en fait, c'est un bonhomme qui a ses convictions bien chevillées au corps, et il parle espagnol. Je l'ai dit tout à l'heure. Sa famille est d'Espagne. Il parle très très bien l'espagnol, et donc il se met à donner de nombreuses conférences dans toute l'Amérique latine, dont l'effet commence à se faire sentir auprès des élites latino-américaines. Alors des conférences pour l'indépendance de l'Algérie. Donc il se balade un peu partout en Amérique latine, au Brésil, au Paraguay, au Chili, au Pérou, au Salvador, au Mexique. Il parcourt l'Amérique latine et ça commence un peu à éveiller l'attention des services, d'abord des services diplomatiques français, qui... pour dire quand même l'effet qu'il avait, là j'en parle de cette manière-là, mais il faut dire qu'à un moment donné, et c'est d'ailleurs un tournant un peu dans son périple latino-américain, le général de Gaulle envoie Malraux au Brésil pour un petit peu contrecarrer l'influence de ce petit curé
Me dites pas qu'il est à l'origine de la théorie de la libération qui va alors on n'en est pas là. Non. Mais mais on est dans cet état d'esprit-là. Et donc là, quand même, à ce moment-là, on passe de une surveillance des services diplomatiques à la surveillance des services secrets, qui commence vraiment à suivre partout le curé dans ses déplacements, à lui monter des coups fourrés, quoi, en gros, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on lui fait des petites tentatives de piège, dont il le raconte. Donc, ce que je raconte moi, je vous ai amené le bouquin là. C'est un truc un peu difficile à trouver, mais qui s'appelle donc Un curé d'Algérie en Amérique latine, 59-60. C'est un journal en fait de son périple latino-américain. Et il raconte par exemple comment au Panama, on a tenté de le faire craquer sur une belle et douce femme. Et de le compromettre avec une prostituée. Voilà. Donc, ce genre de choses. Et donc, il décrit très bien tout ça. Et dans son périple, on est entre 59-60. Il se rend bien compte qu'il est très surveillé. Il vient d'avoir la révolution cubaine, donc il décide de se rendre à Cuba. Et donc, il arrive à Cuba en se disant... voyons un peu ce qui s'y passe. Voyons un peu ce qui s'y passe. Et peut-être là-bas, je vais y être un petit peu plus tranquille. D'ailleurs, en route pour Cuba, il refuse de descendre de l'avion au Panama parce qu'il craint d'être enlevé. Donc, il y a une escale au Panama. Il reste dans l'avion. Donc il arrive à Cuba, et à Cuba il se signale aux autorités cubaines qui lui offrent l'asile et la protection. On est en 59. En 59, il y a un moment important, c'est que l'Assemblée générale des Nations Unies doit, sur proposition des groupes des pays afro-asiatiques, prendre une résolution sur la reconnaissance du droit à l'autodétermination des Algériens et de l'indépendance de l'Algérie. Donc il doit se rendre à ce moment important de l'Assemblée de l'ONU, mandaté par le FN, parce que je vous le fais un peu rapide, mais évidemment, il a des relations directes avec le FLN et le GPRA, qui est le gouvernement provisoire de la République algérienne en exil. Donc nous sommes au début des années 60. On est en 59. Voilà, les accords d'Évian, c'est dans 2-3 ans. Voilà. Et la guerre en Algérie bat encore son plein avec l'arrivée de l'OAS pour le coup. Voilà, on est en fin 59, dans la seconde partie de la guerre d'Algérie. On sent bien qu'on va aller vers l'indépendance. Donc il y a ce moment important, c'est en décembre 59, cette Assemblée générale de l'ONU. Et donc il veut s'y rendre. Donc il se hâte de demander un visa auprès des services consulaires des États-Unis. Il le raconte très, très bien dans son journal, et il le raconte en détail. Ça prend du temps. Il fait une demande de visa, il lui parle de 20 jours sans réponse. Des relances, il se rend au consulat, des visites sans effet. Il se dit que les autres, c'est comme ça qu'il nomme les services secrets français dans son journal, il dit les autres, sans doute, ont eu une action auprès des Américains pour qu'il n'ait pas son visa et pour l'empêcher de se rendre aux États-Unis. Il se dit que c'est des petits services entre amis, entre services consulaires. Il se rend, la réponse des services diplomatiques américains ne vient pas, donc il insiste. Il demande aux Cubains d'insister auprès des Américains. Il obtient enfin une réponse. Et la réponse des Américains, c'est de lui dire que les Français, qui ne peuvent pas lui donner son visa, parce que les autorités françaises ont annulé son passeport. Donc ils ne peuvent pas lui donner un visa. Donc il se rapproche du consulat de France. On lui dit, on veut bien vous rendre, on peut pas vous rendre un passeport, mais si vous voulez, on peut vous faire un laissez-passer qui vous permettra de revenir en France. Bon, on comprend bien qu'il n'a pas envie de retourner en France. Mais il est à Cuba. Et donc, comme c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire, hein, c'est quelqu'un de très très décidé, donc il s'ouvre auprès des autorités cubaines. On est dans la première année de la révolution cubaine.
Il s'ouvre auprès des autorités cubaines, il leur dit voilà, je vais aller aux États-Unis, j'ai plus de passeport, les Américains ne veulent pas me donner de visa. Les Cubains, Fidel Castro, à ce moment-là, ne s'embarrasse pas de manière, lui dit écoute, c'est pas très compliqué, donc on va te nommer correspondant de l'agence de presse Prensa Latina, et puis on va te donner un passeport cubain. Comme ça, tu vas pouvoir aller à Cuba. Donc, il se retrouve avec un passeport cubain, un passeport diplomatique cubain. Il fait sa demande. Aux États-Unis. Il fait sa demande auprès de nouveau du consulat américain. Ça prend toujours un petit peu de temps. Donc là, il commence un peu à s'inquiéter. Il s'en ouvre de nouveau du coup auprès de son autorité de tutelle. C'est les Cubains. Et les Américains lui disent écoutez, c'est un communiste, un anarchiste, on ne donne pas, ils prennent cette raison, on ne va pas donner un visa à un communiste, à un anarchiste. Les Cubains, ils sont très clairs, ils lui disent écoutez, effet de réciprocité, vous refusez un visa à un Cubain, dorénavant on refusera des visas à tout citoyen américain qui voudra se rendre à Cuba. On est encore dans un moment, on est avant la baie des cochons, donc il y a encore des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Donc il va pouvoir se rendre aux USA, assister à cette assemblée générale, y croiser la délégation algérienne, mais aussi, bien sûr, militer et acquérir le vote de nombreux représentants des pays latino-américains pour cette résolution. Il y croise aussi des représentants des délégations d'autres pays arabes déjà indépendants comme le Maroc et la Libye, ce qui fait qu'ils reviennent de New York à Cuba avec 2 autres passeports, un passeport marocain et un passeport libyen. Donc il a un passeport cubain, un passeport marocain et un passeport libyen. Et ensuite, il va pouvoir aisément accompagner les délégations du FLN dans toute l'Amérique latine. Il parle espagnol, collecter des fonds pour le gouvernement provisoire de la République algérienne, mais aussi pour le Croissant Rouge algérien, dont il est cofondateur. À partir de 61, il rejoint Tunis. On le rappelle à Tunis, au siège du gouvernement provisoire algérien, et il est chargé de missions diplomatiques en relation avec les pays d'Amérique latine. Donc il accompagne tout ce mouvement de libération. Absolument. Donc ce petit curé, il est en 62 quand l'Algérie devient indépendante. Donc après les accords d'Évian. Après les accords d'Évian, donc 19 mars 62 et 5 juillet 62, déclaration de l'indépendance. Il y a un processus d'assemblée constituante et donc il est membre et même un des principaux responsables de la commission des affaires étrangères à l'assemblée constituante. Et à partir de ce moment-là, c'est un processus qui dure jusqu'à 64. La constitution algérienne est adoptée. Mais il prend ses distances avec la vie politique algérienne parce que dans la constitution algérienne, l'islam est religion d'État et il est curé. Donc, et il est catholique. Il est catholique. Donc il prend un peu ses distances avec la vie politique tout en restant en Algérie. Donc il va mourir en 96 en Algérie, en 1996. En fait, il redevient prof dans une paroisse dans l'ouest algérien. Il est mort en France, à Aix-en-Provence, mais enfin, il a demandé à être enterré à Tlemcen en Algérie. Et il va rester fidèle à son projet, même si, du fait de ses désaccords politiques, finalement, il va abandonner ses responsabilités politiques et son rôle public. Et il défendait quoi ? Une république laïque en Algérie ? Il défendait une république multiconfessionnelle. Et un autre élément qui était important pour lui, qui je pense aussi l'a amené à prendre ses distances, c'est qu'en 65, il y aura un coup d'État en Algérie. Le Boumedienne prendra le pouvoir aux dépens de Ahmed Benbella. Avec des militaires. C'est un coup d'État militaire. Et ça aussi, je pense que ça va un peu le refroidir. Mais ceci dit, il va quand même... rester en Algérie jusqu'à sa mort et dire en tant que simple citoyen il va mener de nombreuses actions plutôt dans le domaine humanitaire. Et donc pour finir en 66 pour finir ma chronique je veux dire en 66 Che Guevara est en 65 pardon 66 pardon Che Guevara est en visite à Alger, une visite d'État. Il demande à revoir son ami Alfred Berenguer et il lui remet avec une lettre de Fidel Castro un passeport cubain
en lui disant, et donc lui s'étonne, lui dit mais j'ai un passeport algérien dorénavant, et donc le Che Guevara lui remet son passeport cubain en lui disant mais toi t'es cubain à vie. Voilà, la vie plutôt agitée de l'abbé Alfred Berenguer. Salam Okran nous a amené effectivement un livre, Un curé d'Algérie en Amérique latine, 59-60, que l'on peut encore peut-être se procurer sur quelques sites internet. Il faut chercher. Voilà, mais il faut chercher. C'est trouvable quand même. Mais c'est une mine d'informations sur toute cette période qui voit quand même l'Amérique latine choisir entre le communisme qui arrive, mais les dictatures militaires, puisque la fin des années 50 et le début des années 60, c'est l'installation de dictatures militaires dans une grosse partie de l'Amérique latine, notamment ça va commencer au Brésil et ça va un peu... On est déjà dans la dictature à ce moment-là. Ça va se diffuser sur tout le continent sud-américain. L'opération Condor menée par les Américains est alors en plein mouvement, et donc un curé algérien... Voilà, juste si vous arrivez à trouver ce petit livre, donc c'est un journal de bord. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà de tout ce que j'ai pu raconter, justement, c'est une vraie observation des pays d'Amérique latine dans lesquels il se trouve. Il décrit un peu ce qui se passe au Pérou, ce qu'il voit en Bolivie. Donc on est un peu entre sa vision de son voyage et sa mission politique. Donc on alterne. Et puis après, les petites aventures et les petites péripéties qu'il a avec les services secrets français, qui causent quelques petits soucis. Voilà, donc je le rappelle, tout ça autour d'un livre, Un curé d'Algérie en Amérique latine, l'abbé Alfred Berenguer, curé algérien, intégré au mouvement d'indépendance de l'Algérie à la fin des années 50 et début des années 60. Salam Okran, à plus tard. Amen. Pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel,
Voilà, on vient d'écouter Anticyclone, Nino, Anticyclone, trio atmosphérique, comme ils aiment se définir, jazz plutôt d'ailleurs, plutôt différent, plutôt génial, on va le dire comme ça, trio que l'on aime beaucoup ici à Caramelmou. Anticyclone sera le jeudi 22 février, c'est-à-dire jeudi prochain, au Taquin à partir de 21h, concert chaudement recommandé par la maison. Et vous l'aurez compris, on va bientôt se quitter juste après la rubrique concert qui suit. Donc Anticyclone, jeudi 22 février au Taquin à 21h, mais d'ici là et ce soir en particulier, il y a plein de musique avec du jazz manouche par exemple ce soir au Café Ginette, avenue des Minimes à partir de 20h avec le Gadjo Jazz Trio, beatbox au métronome à 20h avec Berry Wham, Electro Jazz au Rex à 20h avec Chlorine Free, un collectif parisien plutôt joyeux et bordélique, donc à 20h ce soir au Rex, Jazz à l'Impro à 20h30 avec Togetherness, la formation du pianiste Julien Touéry que l'on a découvert il y a quelques années dans le quartet d'Émile Parisien, et c'est sans doute à l'Impro qu'avec Jean-Pierre nous poserons nos valises ce soir, parce qu'on est plutôt curieux de voir ce nouveau projet de Julien Touéry. Le houdiste Lakdar Anou de son côté sera au Centre culturel de Ramonville à 20h30. La Seba, formation de musique latine, jouera à la Candela à 21h. Dick et Dick sous le Tauride, eux seront au Taquin là aussi à 21h. Chanson au Bijou à 20h30 avec Fraissinet, chanson plutôt classieuse celle-là. Cumbia au Perpénard à 22h avec Cumbia à le Paubré, la petite salle du Perpénard, toujours un endroit délicieux pour écouter de la musique, et la bière est absolument recommandée, à boire avec modération bien entendu. Soirée funk house disco au Cri de la Mouette, toujours ce soir avec Rum Checkers et DJ Moir à partir de 23h, et puis pour les pas couchés du samedi matin, et bien ne pas oublier l'after à l'autre bar rue Stalingrad, qui a la particularité d'ouvrir tous les soirs du week-end à partir de 5h du mat. Et ce soir, c'est Gaston qui sera au platine. Voilà les filles. Caramelmou, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez compris que vu l'heure avancée de la soirée, Wifong n'est pas là ce soir et il n'y a pas de B-side. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles. Jean-Pierre Lérac, un dernier mot. Oui. Il y a quand même Poulenjard aussi à la Capo qu'il ne faut pas oublier. Voilà, Poulenjard. Magnifique duo de chansons très très décalées. Avec demain Fabien, soir. Ce soir et demain soir. Fabien Gaston Rimbaud, c'est vraiment magnifique. C'est de la chanson très décalée. Voilà. Donc ça, c'est Poulenjard ce soir et demain soir à 20h30 à la Capo. Très recommandé par la maison. Oui. Voilà. Et là aussi, on y va, nous, demain soir. Voilà. Finalement, on a tout le week-end de prix. Ce soir à l'Impro, demain à la CAFPO et dimanche au Théâtre du Pavé. Je viens de m'apercevoir qu'on passait le week-end ensemble. Ah ben ouais, on va peut-être prendre bientôt une coloc. Allez Jean-Pierre, à la semaine prochaine. Dave gives that just